Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Aurélien Schneider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaspard de Monclin qui va nous présenter son activité et au travers de ça, on va parler de fonds d'investissement, de création de sociétés d'investissement, de sociétés de private equity, voilà tout ce qui est autour des club deals. On va gagner en clarté autour de ces sujets-là qui sont assez peut-être tendance pour certains, mais en tout cas qui sont un véritable outil, qui ont une véritable utilité pour d'autres dans le cadre du financement de leur activité, de leur développement. Donc, on va brosser tout ça autour avec Gaspard, autour de ce thème qui est assez intéressant et qui est un step supplémentaire, supérieur, on pourrait dire, dans le cadre du développement d'investissement ou développement entrepreneurial, quand on veut faire appel à d'autres personnes que soi-même pour financer nos investissements, nos activités. Bonjour Gaspard. Bonjour Aurélien, merci beaucoup pour ton invitation, très sympa. Bah, écoute, merci à toi pour ce temps qu'on va pouvoir passer ensemble. Est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire un petit peu quelle est ton activité aujourd'hui et puis après on rentrera dans le dur. Avec plaisir. Moi, je suis avocat. J'ai toujours été avocat pour des investisseurs. Donc, j'ai eu la chance de commencer ma carrière à Londres, dans un grand cabinet américain. J'étais une petite main de la très grosse machine et on accompagnait, tu peux l'imaginer, de très grosses sociétés de gestion. C'est vraiment des managers internationaux qui lèvent des milliards et qui déploient autant d'argent. J'ai fait ça pendant quelques années pour apprendre ce métier très précis, cette technicité, ces pratiques de marché du milieu de l'investissement. Et je suis rentré à Paris il y a 4 ans maintenant pour créer mon propre cabinet. J'avais envie de sortir de ce circuit des grands cabinets qui m'amusaient plus beaucoup et qui était assez frustrant, je trouve, en termes de croissance personnelle et d'ambition que je pouvais avoir. Donc j'ai créé mon propre cabinet et je suis parti de ce constat qu'il y avait un trou dans la raquette. C'est-à-dire que si on voulait lancer une société de gestion, une activité professionnelle d'investissement à petite échelle, on n'avait pas d'interlocuteur spécialisé. Les très gros cabinets, ceux dont je venais, étaient inaccessibles. Ils étaient très chers, ils étaient distants, ils étaient peu disponibles et ils n'étaient pas disposés à accompagner des petites aventures entrepreneuriales dans le milieu de l'investissement. Donc moi, j'ai créé ce cabinet vraiment en me disant je vais les accompagner, je vais leur apporter cette expertise très spécialisée que j'ai développée à Londres. Ça a très vite marché. J'ai eu des clients dans le crowdfunding, dans les family office, dans les fonds d'investissement évidemment, les club deals et autres. Et ça a si bien marché qu'au bout de quelques années, j'ai constaté que je pouvais leur apporter plus de services. Donc, j'ai créé une petite start-up qui est une société de technologie qui s'appelle Overlord et qui a vocation à prendre à sa charge tous les aspects du back-office de ces mêmes clients. Donc, on les accompagne beaucoup plus précisément, non seulement sur juridique, mais aussi sur tous les aspects comptables, fiscaux, réglementaires et technologiques. Et donc, je comprends maintenant très bien à la fois les tendances et les besoins que peuvent avoir ces petites équipes qui n'ont pas une immense équipe pour gérer leur back-office. Donc, avant, ils perdaient beaucoup de temps, ils perdaient beaucoup d'argent. L'idée, c'est grâce à nous, ils se concentrent sur ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire trouver des deals, accompagner des entrepreneurs, faire de l'investissement et plutôt que de faire de la paperasse. Et nous, on fait pour eux. Et donc, finalement, j'en suis devenu un peu un conseil stratégique pour eux sur comment lancer leurs activités, comment démarrer. J'en vois 200 par an, donc je commence à comprendre un petit peu les recettes de ce milieu et je suis ravi de pouvoir partager cette expérience avec toi aujourd'hui. Ok, donc c'est vrai que moi je t'ai découvert au travers de ta communication LinkedIn, parce que tu es quand même assez présent. Je vous invite d'ores et déjà à rejoindre Gaspard sur LinkedIn. Il y a beaucoup de contenu, voilà, intéressant autour de ça. Et je sais qu'il y a aujourd'hui une appétence forte des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui développent des activités dans lesquelles il y a besoin de fonds pour pouvoir se développer, à chercher du financement. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer comme ça un petit peu notre échange, c'est de partir sur aujourd'hui, quelqu'un qui lance une activité, il va lancer son activité par un associé, peut-être. Il va s'associer avec quelqu'un. Après, il va chercher peut-être plusieurs associés. Après, il va commencer à communiquer sur les réseaux.
Après, il va commencer à aller chercher des gens et puis va se poser la question, quand il va faire ça, de se dire, bah, je pourrais créer des véhicules d'investissement. Donc, on pourrait déjà commencer par cette première étape. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Parce que, bon, est-ce que c'est réglementé, cette histoire de commencer à faire venir des investisseurs, de commencer à communiquer autour de produits d'investissement? La frontière, elle est où entre quelqu'un qui dit cherche un associé et puis quelqu'un qui commence à faire de la publicité sur Facebook en disant vous pouvez me rejoindre pour financer tel ou tel projet? Bah, alors, il y a plein de questions, il y a plein de sujets que tu évoques dans ce que tu viens de dire. Peut-être pour reprendre là au tout début de ce que tu évoques, s'associer quand on veut lancer une activité professionnelle d'investissement. Et quand je dis une activité professionnelle, c'est-à-dire en fait faire de l'investissement son métier, trouver des investisseurs, trouver des opportunités, faire le lien entre les deux, générer du rendement et faire en sorte de prendre voilà, sa rémunération sur cette performance et le succès qu'on peut avoir dans l'investissement. Déjà, l'association, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ce sont des toutes petites équipes. Et je pense que l'investissement est un milieu qui se prête même très bien au solo entrepreneuriat. On parle de solo founders ou de solo GP dans notre jargon à nous. Le GP, c'est le General Partner, c'est celui qui est vraiment le manager d'un fonds d'investissement. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, l'investissement, ça requiert pas d'avoir un CTO qui va faire de la technique, quelqu'un qui va faire du marketing ou des choses très compliquées. Non, en fait, l'investissement, c'est vraiment animer une communauté, trouver des opportunités. Et une personne seule est tout à fait en mesure de porter sur ses épaules la charge que ça représente et arriver à avoir de beaux succès. Donc l'association est, contrairement à d'autres peut-être aventures entrepreneuriales, pas une case obligatoire. Alors bien sûr, on peut s'associer, rien ne l'interdit, mais par contre, je constate aussi qu'une trop grosse équipe, au départ, c'est pas simple de trouver un modèle économique. Donc il faut aussi avoir le souci d'une taille humaine, d'une taille pas où il y a pas trop de personnes à en faire vivre parce que les démarrages vont être peut-être moins tonitruants que celui qui va faire du chiffre d'affaires tout de suite. Souvent, l'investissement, ça prend du temps à mûrir, ça prend du temps à générer des retours et des dividendes. Donc, il y a vraiment ce juste équilibre entre être pas trop nombreux, être suffisamment nombreux, voire être tout seul. Et vraiment, je suis épaté de voir des gens qui se débrouillent très bien comme ça. Donc ça, c'est sur le premier point que tu évoquais, c'était celui de l'association. Après, quand on veut lancer une activité d'investissement, le cœur de la guerre, c'est toujours le même, c'est les investisseurs. Il faut trouver des gens qui sont prêts à nous faire confiance avec leur argent. Donc aller vers des gens connus qu'on connaît ou des inconnus et leur dire, bah voilà, j'ai des opportunités, j'ai une expérience, je vais trouver sur un marché donné de l'immobilier, de la crypto, du private equity, des startups, quoi que ce soit, et arriver à les convaincre que leur argent ne sera pas investi n'importe comment, qu'il y a un bon père de famille derrière qui veille au grain, qui a une expérience, peut-être un track record pour justifier qu'il a déjà réalisé ce genre d'opération et que donc on peut aller en toute confiance lui confier de l'argent. Et ce chemin vers les investisseurs, c'est ça qui va être le plus difficile. Tu as raison d'évoquer tous les aspects réglementaires et je les connais très bien. Je serais ravi qu'on s'arrête dessus pour rentrer dans le détail. Mais vraiment, la réglementation ne se pose que si on arrive à avoir des opportunités et qu'on arrive à convaincre des gens. Moi, je dis souvent aux gens, revenez me voir quand vous aurez une LOI et qu'il y aura des investisseurs qui se seront positionnés en disant, oui, je suis favorable à cet investissement, j'ai envie d'y aller. Il y a beaucoup de wannabe investisseurs qui en fait n'arrivent pas à avoir une communauté et sans cette communauté, ils n'ont pas d'activité d'investissement. Quand bien même ils auraient les meilleures opportunités de la Terre, s'ils n'arrivent pas à les vendre, s'ils n'arrivent pas à les défendre, ils seront toujours à la case départ, ils n'arriveront jamais à déployer. Alors qu'au contraire, et c'est là où il y a un paradoxe et c'est presque cruel, il y a beaucoup de managers qui n'ont pas forcément des opportunités exceptionnelles, mais qui arrivent à lever de l'argent. Et parce qu'ils arrivent à lever de l'argent, c'est tout ce qu'on leur demande, ils arrivent à connaître de la croissance, ils vont avoir de temps à autre un track record qui peut parler pour eux, et parce qu'ils ont ce lien avec les investisseurs, ils ont une activité qui est pérenne, qui grandit, qui va bien, et qui va pouvoir permettre de faire travailler de plus en plus de gens, de monter une vraie société, de faire ça à une échelle scalable. Et nous, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu chez Overlord, c'est de permettre à ces petits managers de scaler très vite, d'aller lever un maximum d'argent auprès de leur communauté. Et tous nos outils sont pensés pour faciliter l'animation d'une communauté d'investisseurs. Ok, donc le premier point, c'est d'avoir
un track record est donc une activité déjà passée dans lequel on a pu démontrer son savoir-faire et ses capacités à investir de l'argent et à pouvoir le faire fructifier, que ce soit, bon, bah, comme tu l'as dit, crypto, bon, nous, pour private equity, reprise d'entreprise, on pourrait même l'imaginer pour ça, tiens. Immobilier, voilà, bon, il y a d'autres secteurs certainement. C'est quoi? Il y a les startups aussi, probablement. Il y a d'autres secteurs un petit peu. Bah, nous, on a accompagné des gens, t'imagines pas, il y a des gens qui ont fait des véhicules pour acheter des voitures. Les voitures de Ouais, collection, ça peut bien prendre sûr. de la valeur, des montres, des Le cartes vin. graphiques pour aller miner du Bitcoin. J'ai un client qui a fait un véhicule pour aller construire des immeubles en Ukraine, tu vois. Est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est du génie? Je n'en sais rien, mais vraiment toutes les thématiques, si elles sont propices à un retour sur investissement, peuvent donner lieu à un fonds. Et alors, sur ton point du track record, c'est un peu tu sais, c'est toujours l'œuf ou la poule, c'est comme le premier stage. Pour avoir son premier stage, il faut avoir fait son premier stage. Donc, tu dis, il faut avoir du track record pour démarcher plus facilement. C'est parfaitement vrai, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas encore de track record et qu'on veut lancer au tout début sa toute première opportunité? Certains le font avec leur propre argent, avec l'argent familial, avec des proches, d'anciens associés ou quoi que ce soit, et ils finissent après par aller vers des inconnus, puis après des inconnus un peu plus importants, des family office, puis après des institutionnels. Enfin, il y a toute une espèce de courbe comme ça d'investisseurs à qui on peut s'adresser, avec qui on peut faire des affaires. Et c'est sûr que le démarrage est toujours le plus difficile. Une fois qu'il y aura du track record, une fois qu'on aura démontré qu'on est un excellent investisseur, un excellent repreneur d'entreprise. Bah voilà, j'ai monté 5 restaurants. Regardez, le chiffre d'affaires, c'était 120 000 l'année dernière. Moi, je l'ai repris, on est passé à plus de 300. Je l'ai fait 5 fois de suite dans des contextes très différents. Bah là, c'est sûr que le boulevard est ouvert. Il suffit d'avoir des gens qui regardent un petit peu, qui s'intéressent, qui font une due diligence, et ils comprennent que l'opportunité est là. Ça va être aussi un enjeu important pour le manager de réfléchir à quel produit financier il peut proposer à ses investisseurs? Quelle maturité d'investissement? Est-ce qu'ils vont venir avec des taux d'intérêt sur des obligations? Est-ce qu'ils vont être coactionnaires? S'ils sont coactionnaires, comment est-ce qu'on partage les profits, etc. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser derrière, mais en tout cas, il est sûr qu'au départ, la question cruciale, c'est comment est-ce qu'on va chercher ces investisseurs? Le track record, c'est un excellent moyen de le faire, et quand on n'en a pas, eh ben, il faut redoubler Hmm. d'ingéniosité pour Il convaincre. y a quelque chose qui me frappe tout de suite dans nos premières minutes d'échange, c'est tout de suite ce jargon financier que tu as. C'est tout de suite manager, produit d'investissement, etc. Et c'est vrai que dans la communauté qui me suit, puis bon, qui est amené à regarder la vidéo, très souvent, ce ne sont pas des gens qui ont un profil financier. Ça va être des gens, on en connaît un en commun, qui, par exemple, un marchand de biens, qui fonctionne très très bien, plusieurs millions par an, et qui aujourd'hui a besoin d'accélérer et qui recherche des financeurs pour pouvoir accélérer sa croissance. Mais c'est vrai qu'à la base, il a un profil entrepreneurial. Et c'est un petit peu ce que je lui disais quand je l'ai eu au téléphone, c'est que en fait, tu passes du profil investisseur, entrepreneur à un profil financier. Donc c'est vrai qu'il y a un moment une bascule qui s'opère à se dire ben voilà, je suis plus un opérationnel en fait, je suis devenu un financier en fait parce que mon activité elle devient un prétexte à ma nouvelle activité. Donc là c'est marchand de biens, donc j'utilise mes immeubles qui deviennent des produits financiers et c'est un prétexte à vendre des produits financiers à d'autres personnes quoi. C'est très souvent le cas, et je pense que ça fait d'excellents investisseurs, ceux qui ont une expérience initiale dans le domaine, qui vont vouloir vendre à d'autres. Ils Celui qui a vendu des montres toute sa vie, ben, il connaît parfaitement le cours, les marques, les revendeurs, les acteurs du milieu, et donc s'il veut devenir financier en faisant un fonds pour acheter et revendre des montres, eh ben, il sera parfaitement pertinent pour le faire. Celui qui a été entrepreneur et qui veut investir dans du private equity, donc dans des sociétés non cotées, il va être très pertinent pour le faire parce qu'il sait comment on fait une campagne de pub, comment est-ce qu'on monte une équipe, quel type de produit marche bien. Et d'ailleurs, très souvent, on a des expertises même sectorielles. C'est plus que simplement savoir reprendre une entreprise. C'est dans quel secteur, peut-être dans quelle localisation. Est-ce qu'il y a des sujets de technologie qu'il faut aborder spécifiquement sur tel ou tel marché, ou alors au contraire, c'est que de la gestion d'équipe et il faut être très fort en management, en RH pour le faire. Donc c'est très vrai qu'il y a souvent cette bascule, et nous on en voit.
des gens qui n'ont pas du tout le jargon, qui n'ont pas du tout l'expérience, et on s'en fiche. Ce jargon, c'est quasiment un cache-misère. Enfin, c'est pas parce qu'on le maîtrise qu'on est un bon investisseur. Et au contraire, il y en a beaucoup qui le maîtrisent pas, mais parce qu'ils ont cette expérience initiale, ils peuvent devenir des investisseurs très pertinents et très successful. Ok, alors, j'ai l'impression qu'il y a un moment où on bascule. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment où on va être entrepreneur, ce fameux entrepreneur, on va trouver des associés dans son cercle proche, et puis à un moment, on sent qu'on a besoin d'aller plus loin, plus vite, plus fort, et on a besoin de commencer à prospecter des investisseurs. Alors, je- je- peut-être que c'est là où la bascule se fait, en fait. Hein. C'est le moment où on commence à se dire, OK, mon métier, c'est plus de faire cette activité entrepreneuriale, mais c'est de commencer à trouver des financeurs qui vont pouvoir soutenir cette activité entrepreneuriale. Et si on a besoin d'un flux régulier d'investisseurs, on va faire appel, bah, comme je le disais tout à l'heure, peut-être la publicité Facebook, peut-être commencer à communiquer sur les réseaux. Et là, vient se poser un peu la question réglementaire, non? Quand est-ce qu'on bascule dans le monde, dans la réglementation? À quel moment? Non, mais alors, ce que tu dis est très juste. Pour avoir une activité professionnelle d'investissement, il faut atteindre une certaine masse critique. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vivre suffisamment si on ne déploie pas au moins des millions par an. Et certains te diraient c'est au moins 50 millions, 100 millions d'euros par an. Alors bien sûr, ça existe à plus petite échelle et nous, on en accompagne beaucoup. Mais si on peut en parler après des modalités de rémunération, mais elles sont relativement faibles sur les montants investis. Alors elles peuvent être fortes sur les performances, mais la performance, elle vient au bout de 5, 6, 10, 15 ans parfois. Donc Mhm. il faut très vite avoir beaucoup de montants, ce qu'on appelle sous gestion, pour pouvoir vivre de son activité. Donc bien sûr, le cercle proche, l'argent personnel qu'on a, sauf à être issu de familles extrêmement fortunées ou avoir des amis très riches, il va devenir insuffisant. Il peut être très bien pour démarrer une activité, un peu comme dans une start-up d'ailleurs, hein. On va commencer par un tour de love money, mais après avoir démontré qu'on avait le business plan et les idées, la vision qui va permettre de faire une vraie grosse société, ben, on se tourne vers d'autres catégories d'investisseurs, des inconnus. Et c'est sûr que quand on dit des inconnus, bah, va se poser la question, est-ce que c'est des inconnus par un réseau de bouche à oreille, de mise en relation, de manière relativement directe, ou est-ce qu'on se jette dans le grand bain, on va sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, pour dire hey les gars, j'ai des opportunités, venez me voir. Là le principal, tu parlais de la réglementation, la principale réglementation à connaître, c'est celle dite prospectus. C'est un règlement européen qui dit, écoutez, c'est simple, si vous voulez faire une offre au public de titres financiers, donc si vous voulez aller sur les réseaux, dire, voilà, j'ai telle opportunité à tel prix, dans telles conditions, alors il faut passer par une procédure assez lourde qui est celle du prospectus. Prospectus, quand c'est plus de 8 millions d'euros, quand c'est moins de 8 millions d'euros, c'est simplement un document d'information synthétique. Donc ce qu'on conseille très souvent, c'est à ceux qui veulent démarrer, c'est ne tombez pas dans ce régime du prospectus. Ne faites pas une offre au public, mais ça ne veut pas dire ne communiquez pas. Ça veut dire ne soyez pas précis dans ce que vous allez proposer aux gens. Dites-leur, écoutez, je lance une activité, j'ai une expérience immobilière, crypto, private equity, quoi que ce soit. Voilà la stratégie qu'on va développer, mais n'en donnez pas non plus trop pour que la personne en face, il ne faut pas que ce soit une offre. Donc, il ne faut pas qu'il puisse souscrire sans avoir communiqué. Mais invitez-le à se rendre sur votre plaquette, à venir prendre un call, à échanger avec vous, etc., etc. Et ça, on va éviter de tomber dans le prospectus, donc éviter d'avoir trop de coûts juridiques pour lancer l'activité. Alors certains le font, mais ça va plutôt être des plateformes de crowdfunding ou de choses comme ça. Eux, ils vont avoir besoin de toute cette réglementation. Mais quand on veut démarrer, moi, je le conseille de faire attention à cette offre publique, mais de ne pas hésiter par contre à y aller. On peut tout à fait faire la promotion d'une nouvelle activité sur les réseaux tant qu'on reste relativement sobre et que c'est simplement de l'incitation à en savoir plus plutôt que vraiment une Mhm. offre financière avec des garanties ou quoi que ce soit. Donc des mises en garde, mais pas une interdiction de principe. On peut parfaitement se lancer si on a une forte communauté sur les réseaux, on en profite et ça peut faire Ouais. gagner beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, on tombe un peu sur le régime du club deal, en fait. On fait une sorte de club deal, c'est ça? Ou je me Alors trompe? là, alors non, alors en fait, ce qu'on appelle un club deal, c'est un regroupement informel de personnes qui vont vouloir avoir accès à des opportunités. Donc je dirais qu'on est encore une étape avant, c'est-à-dire dans l'étape où on va dire: «Écoutez, je lance un club deal
et dites-moi si vous voulez recevoir mes opportunités. Et les gens qui vont accepter de recevoir ces invitations, qui vont franchir le pas, qui vont répondre au call to action, et ben là, on va pouvoir dire que ouais, ça fait partie d'un club deal. On a quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui sont intéressées par cette thématique, qui vont dire ouais, moi ça me branche d'investir dans les deep tech en région Centre-Val de Loire. Allez, moi c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Je veux de l'usine, je veux des choses comme ça. Très bien. Et ben je lance un club deal sur cette thématique. Je vais en parler sur les réseaux. C'est pas en soi le club deal, parce que les réseaux, tout le monde va pouvoir le lire. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à faire, qui veulent faire que de l'immobilier. Mais ceux qui vont me solliciter en disant: «Eh, ça m'intéresse, mets-moi dans la boucle, donne-moi accès aux informations», que ce soit par des outils technologiques où on va pouvoir prendre les intérêts très très vite, comme on le fait sur Overlord, ou simplement par une newsletter, ou par une boucle WhatsApp, ou quoi que ce soit, et ben là, on peut dire qu'on a commencé à constituer un club deal. Et le club deal, contrairement au fonds d'investissement, il marche au coup par coup. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui s'engagent en mettant de l'argent quelque part, ils disent: «Viens me convaincre avec une opportunité, si la A, elle me plaît, je la prends, mais si la B, elle me plaît pas, je la prends pas. Si la C me plaît énormément, j'en prends beaucoup, et si la D me plaît un petit peu, j'en prends un petit peu». On laisse les membres du club deal se positionner au coup par coup comme ils le veulent, là où le fonds d'investissement, on se positionne pas, on joue le marché, on met 100 000 € et on prend toutes les lignes, et on espère avoir un retour sur l'ensemble du portefeuille. Mmh. Ah, c'est vrai que le club 10, c'est cette première étape qui va être assez adaptée pour beaucoup, en fait, parce que c'est là où tu es au deal par deal, et donc tu as cette stratégie, voilà. Alors que le fonds, comme Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, non, j'allais juste te confirmer ce que tu dis, que c'est très souvent la première étape quand on lance une activité professionnelle d'investissement. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont plus de facilité à se positionner au deal by deal plutôt que, de se positionner dans un fonds où ils savent pas, dans quoi l'argent va être investi. Donc moi, ce que je conseille très souvent à mes clients, c'est leur dire: «Écoutez, le fonds, c'est encore une étape après, ne vous compliquez pas la vie, lancez simplement un club deal, un regroupement informel de gens qui sont intéressés par vos opportunités. Vous en saisissez une, 2, 3. Le modèle tourne bien, la communauté va grandir, on prouve qu'il y a de la pertinence et qu'il y a de l'intérêt, et après, on va pouvoir aller sur une structure qui est moins chronophage, parce que ça peut être aussi un peu frustrant de ne pas savoir combien on peut investir à chaque coup, de toujours devoir faire le tour des investisseurs pour lever l'argent. Donc après, on a peut-être envie de passer à une autre échelle, mais c'est sûr que le club deal, c'est une excellente première étape pour démarrer une activité professionnelle d'investissement. Mmh. Parce que le fonds, ça va être à partir de quand même de montants, comme tu disais, qui vont être quand même beaucoup plus conséquents. Il faut quand même d'avoir une activité qui est quand même, qui tourne bien Ah quand même, oui. hein? Alors tu sais, en fait, on peut être surpris, hein. Moi, j'ai vu des fonds d'investissement, j'en ai constitué à quelques centaines de milliers d'euros, pas forcément plus que ça. En fait, ce qu'il faut, c'est se dire, de combien j'ai besoin pour déployer ma stratégie. Qui dit fonds dit multi-assets, c'est-à-dire qu'on va investir dans, plusieurs sociétés, plusieurs opportunités. Mais si on veut faire du pré-seed dans des sociétés de technologie et qu'on veut mettre, 25-30 000 sur une dizaine de lignes, et ben, il nous suffit de 250 ou 300 000 € pour, atteindre cet objectif-là. Donc on n'a pas forcément besoin de lever des millions et des millions, des centaines de millions pour déployer une stratégie. La question, c'est toujours l'adéquation entre la stratégie et le montant qu'on va lever. Celui qui ne lève pas assez, ben, il ne pourra pas remplir sa stratégie, et donc les investisseurs sont assez mécontents parce qu'il y a une prise de risque qui va être plus importante. On avait promis 10 lignes, finalement on n'en a que 4. Bon, ben, on a moins de chances d'avoir un succès sur les 10. Et par contre, si on lève trop d'argent, bah, là, c'est un peu pareil. On avait promis 10 lignes, on va en faire 20. Et donc l'inquiétude, ça va être de dire, peut-être qu'il va se disperser, peut-être qu'il va trop dépenser, peut-être qu'il va pas être assez focus sur les 10. Donc c'est toujours cette réflexion, adéquation, stratégie d'investissement, montant à lever, mais sans se dire que ça doit forcément passer par des montants très, très importants. Mmh. Et alors toi, ton intervention, tu interviens quand? À partir de quand c'est opportun de te contacter? En fait, moi, je commence vraiment très tôt. C'est-à-dire que dès les premières réflexions sur un club deal, ben, on peut intervenir. Après, ça va être une demi-heure de call et on va donner des conseils, on va se parler, on va apprendre à se connecter. Et puis, je vais faire plutôt du conseil sur la stratégie pour lancer la chose. Et derrière, on va pouvoir vraiment contractualiser quand il y aura une opportunité à saisir ou un club deal à monter. Mais avec cette idée que l'opportunité va vite se présenter. Mais en fait, on a de la technologie qui peut tout de suite permettre de scaler cette communauté qu'on va aller chercher
chercher sur les réseaux. Donc, on va dire sur Facebook ou sur LinkedIn qu'on veut lancer quelque chose. Et quand des gens se manifestent pour en faire partie, et ben là, on prend les emails, on les rentre dans le logiciel. Ils vont intégrer une data room, ils vont avoir accès aux opportunités. Ils vont pouvoir se positionner. Ils peuvent se positionner sur des petites opportunités. Si on veut faire des petits véhicules, c'est tout à fait possible. Ou sur des beaucoup plus grosses. Nous, on a des véhicules sur la plateforme qui tournent sur plusieurs centaines de millions, mais aussi parfois sur quelques dizaines de milliers. Vraiment, on n'a pas de discrimination à ce niveau-là. Et on est persuadé que les petits ruisseaux feront les grandes rivières. Et je le vois déjà, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je suis de rentrée à Paris. Et on a des managers qui aujourd'hui vont chercher des agréments devant l'AMF alors qu'ils ont commencé vraiment sur de beaucoup plus petits véhicules. Et c'est normal, c'est une croissance organique. Nous, on a envie d'être là à toutes les étapes de cette croissance et faire les choses de manière aussi propre que possible pour que la croissance organique se fasse sans difficulté. Mhm. Ok. Et alors, quand tu parles de la technologie, donc tu parles de Overload, tu peux nous en dire un peu plus, hein? L'idée, c'est pas de faire de la publicité, c'est vraiment de voir que les gens qui nous écoutent puissent comprendre s'il y a un intérêt ou pas à utiliser ce type d'outil. À qui ça s'adresse? Voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut l'utiliser, quels sont les objectifs de cet outil? Oui, bien sûr. En fait, l'outil a toujours été pensé pour être investor friendly. C'est-à-dire qu'on est là au travail de la communauté des investisseurs. Notre client, c'est le manager, mais ses clients à lui, c'est les investisseurs, donc il faut que ce soit simple pour les investisseurs. Donc ils vont arriver dans un univers en marque blanche. Donc le nom d'Overlord n'apparaîtra pas, n'apparaîtra que le nom de notre client. Donc il s'appelle XY, ce sera xy.com, ce sera le logo XY, ce sera les couleurs XY, etc. C'est vraiment un outil propriétaire, une communauté, un écosystème pour notre client manager, et il va interagir avec sa communauté d'investisseurs. Donc il va leur proposer plusieurs club deals. Il peut dire, tiens, bah, moi je fais du venture, mais alors sur le venture, il y a plein de thématiques. J'ai donné un exemple. On a un client qui est une plateforme de crowdfunding, de financement de sociétés en Afrique. Et ben, il a un club deal Sénégal, il a un club deal Côte d'Ivoire, il a un club deal Mali, et il a des club deals thématiques, agriculture, tech, etc., etc. Donc nous, on va lui permettre de créer ces club deals, d'inviter autant d'investisseurs qu'ils le souhaitent dans chacune de ces thématiques en fonction de l'appétence des uns et des autres, et de pousser des opportunités aux investisseurs en disant, bah voilà, sur la Côte d'Ivoire, on a un sujet agri, est-ce que ça vous plaît? Très bien, on y va. Ah tiens, là, on a un sujet blockchain dans tel ou tel endroit, est-ce que ça vous intéresse? Pareil pour l'immobilier, ça peut être une appétence pour de l'immobilier de bureau, pour de l'immobilier Airbnb, de la location, vraiment tout ce qu'on veut. Et une fois que les investisseurs se sont positionnés sur l'opportunité que le manager lui a présentée, on les fait basculer sur un véhicule. Et là, le véhicule, l'enjeu, c'est la transparence et la simplicité. En fait, les communautés d'investisseurs en ont assez d'être prisonniers d'un monde bancaire opaque. On ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment est-ce qu'on a des intérêts, hein, à quel titre, comment est-ce qu'on a généré de l'argent. On ne sait pas quels frais on paye dessus. On voit juste une ligne, ça monte, c'est un petit peu vert, c'est un petit peu rouge. On espère que ça dégringole pas trop, mais on ne comprend pas bien ce qui se passe. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous, le manager, il va pouvoir donner autant de data qu'il le souhaite à ses clients. Il va dire, bah voilà, on a investi dans telle société, c'était il y a 3 ans, depuis elle a engagé 40 personnes, sa valorisation a fait x10, voilà la dernière vidéo, regardez, ils ont changé de locaux, les managers c'est un tel, voilà leur LinkedIn. L'idée c'est vraiment que l'investisseur se dise, voilà, j'ai mis 50 000 euros, 100 000 euros, 1 000 euros, mais je sais où est-ce que ça va, je sais à quoi ça sert. S'il y a des sujets impact, ESG, décarbonation, pareil, ils vont pouvoir être très transparents dessus. Et comme ça, ils vont être dans cet écosystème propriétaire du manager et ils vont avoir envie de recommencer Ok. l'opportunité, saisir d'autres investissements immobiliers, venture. Ok, donc c'est vraiment le back-office de cette activité-là, quoi. C'est à la fois le back-office et surtout l'écosystème investisseur du manager. Dès que Mhm. quelqu'un veut lancer une activité at scale, il veut le faire à grande échelle, et ben nous, on peut intervenir pour lui donner tous les outils qui va lui permettre de le faire. Et pour peu qu'il ait de bonnes opportunités, qu'il arrive à faire sa pub auprès des investisseurs, et ben il peut vraiment, on l'a vu, lever très vite des millions d'euros grâce à une technologie comme la nôtre. Mhm. Et
Alors, j'ai 2 questions qui me viennent par rapport à ce que tu dis. La première, c'est, quand on monte ce type de je sais pas, on peut dire club deal ou c'est une erreur si on dit, Non, club deal, c'est très bien, c'est la phase initiale. C'est je te dis, c'est le OK, regroupement informel et quand on bon, a un fonds, là, on a une société, on a un véhicule qui va voilà. permettre de le saisir. Donc si on dit club deal, puisque c'est à peu près la 2e étape après l'association, du cercle proche, est-ce que, il y a des minimums qui doivent être respectés de fonds où on peut se dire: «OK, à partir de 1 000 € par exemple, je peux avoir, des investisseurs, 100, 200 investisseurs par exemple à 1 000 €». C'est possible de faire ça en club deal ou pas? Oui, c'est tout à fait possible de faire ça. En fait, on va être surtout sur du club deal dans une catégorie en dehors de la réglementation AIFM. Alors, je ne veux pas entrer dans trop de technicité, mais il y a une réglementation européenne qui dit que quand on gère un FIA, AIF en anglais, on doit avoir un agrément auprès de l'AMF. Or, quand on fait du club deal, on est en dehors naturellement de cette catégorie de FIA. Et donc, il y a assez peu de réglementation sur qui peut rentrer dans le véhicule ou qui ne peut pas rentrer. La seule condition qu'on va avoir, c'est d'avoir une gestion quand même démocratique de ce véhicule. C'est-à-dire que quand on va saisir l'opportunité, bah forcément, tout le monde l'aura validé, mais on va aussi devoir faire valider en collectivité, est-ce que ça va être à 50, à 60%, à chaque manager d'en décider, mais la sortie de l'investissement va aussi devoir être démocratique. Et comme ça permet d'éviter la réglementation FIA et d'être dans un univers où on peut accepter des investisseurs pour des tickets vraiment modiques. Après, à chacun de placer la barre où il le souhaite. Et il y a certains managers qui me disent non, c'est pas moins de 5 000 euros, parce qu'à moins de 5 000 euros, moi, je vais perdre trop de temps à parler avec trop de gens et je vais pas pouvoir saisir mon opportunité. Très bien, c'est son choix business à lui. Mais juridiquement, s'il voulait les prendre à partir d'un euro, il aurait pu les prendre à partir d'un euro. Ça OK. aurait été un peu chronophage, mais ça n'a pas été forcément. Ça aurait pas du tout été interdit pour lui. Donc, c'est vraiment un choix commercial quand on est sur cette forme-là de club deal. Par contre, quand on va passer dans l'autre catégorie des FIA, alors là, on rentre sur un autre niveau de réglementation. Il va y avoir des sujets d'investisseurs professionnels, avertis, est-ce qu'on peut avoir du retail, etc. C'est encore d'autres réflexions qui se posent, mais tant qu'on est sur cette échelle du club deal, il y a très peu de restrictions. OK, donc c'est vraiment quand même c'est vraiment, je pense, la voie à privilégier au départ, hein, quand même, hein. C'est quand même, la bonne façon de faire, hein. Mais sans aucun doute, et je vais même te dire que quand demain le client se professionnalisera, il va changer d'échelle, il va vouloir aller chercher un agrément auprès de l'AMF, très souvent l'AMF va vouloir regarder un historique d'investissement et elle va se dire: «Bah, attendez, vous allez pas, je vais pas vous donner mon tampon tout de suite si vous n'avez pas investi au moins 10, 15, 20, 30 millions. Donc venez montrer patte blanche, montrez-moi ce que vous avez fait et si on montre, bah, qu'on a fait ça parfaitement dans les clous et que la réglementation a toujours été respectée, eh ben, elle va être d'autant plus à l'écoute de la demande d'agrément et on va pouvoir passer une nouvelle étape où là, on va parler avec une autre catégorie d'investisseurs, des investisseurs institutionnels ou autres. Mais c'est très naturel de commencer par un club deal. C'est à la fois bon d'un point de vue business, mais aussi légal parce que ça permet de connaître cette croissance organique sans être stoppé. Alors que celui qui va mettre la barre trop vite, il va probablement pas réussir à lever son fonds et il risque de se casser les dents devant l'AMF parce que l'AMF va lui dire: «Bah, attendez, non, vous n'avez pas l'expérience, vous l'avez pas encore suffisamment fait, donc ça ne peut pas, je ne peux pas vous donner mon tampon pour, lancer cette Mmh. activité». Est-ce que tu vois aujourd'hui des classes d'actifs qui vraiment, explosent, dans ce type d'activité ou c'est toujours, à peu près récurrent, voilà, crypto, IMO, biens, d'exception un petit peu comme on l'évoquait, vin, voiture, collection? Bah, Ou est-ce que tu vois ou est-ce qu'il y a quand même des tendances? alors il y a évidemment des tendances. Moi, je fais ça depuis 4 ans. J'ai connu, 2 bull run et un bear market des cryptos, par exemple, hein. Donc moi, des véhicules de crypto, en ce moment, j'en fais beaucoup. Il y a 1 an, j'en faisais beaucoup moins. Il y a 3 ans, j'en faisais pas mal aussi. Donc il y a évidemment des fluctuations. Il y a un événement, quasi historique qui s'est réalisé il y a peu de temps. C'est l'ETF en crypto qui a été lancé par BlackRock. Figure-toi qu'en 1 mois, les petits porteurs ont abondé à 10 milliards dans ce, véhicule, tu vois? C'était vraiment de la folie et ce qui prouve l'appétence qu'on peut avoir
pour aller sur des marchés un peu originaux, un peu exotiques, en dehors des circuits bancaires traditionnels. Mais sinon, il y a forcément en ce moment, quand on parle des tendances, une accalmie ou peut-être un retour à la normale sur les startups. Des startups qui étaient très, très populaires en 2022, 2021 à la suite du covid où on avait beaucoup digitalisé. On pensait qu'il y avait, un immense besoin et c'était certainement vrai. Mais la bulle est un petit peu retombée depuis. Elle a pas encore vraiment reprise, donc on se demande est-ce que c'est un retour à la normale ou est-ce que c'est un marché qui a un petit peu chuté? Par contre, ce qui marche toujours très bien et à mon sens qui est, historiquement le plus fiable, le plus efficace, c'est les sociétés, traditionnelles, non technologiques. C'est celles qu'on va vouloir, prendre, en reprise d'entreprise parce que, c'est la transmission, monsieur, madame, partent à la retraite, n'ont pas de successeur désigné. Bon, bah, si on a des compétences en management, on sait un petit peu digitaliser cette société qui a pris du retard et il y a toujours de très belles opportunités à saisir. Donc ça, c'est un classique et pareil, sur les sujets immobiliers, il y a des constantes dans l'immobilier, même si en ce moment, bah, le bureau à La Défense, ça marche évidemment beaucoup moins bien, mais il y a une constante sur des investisseurs immobiliers. Moi, j'ai un de mes clients qui, par exemple, a un logiciel assez exceptionnel qui lui permet de scanner toutes les décisions des tribunaux judiciaires. Donc, à chaque fois qu'il y a un bien Mmh. immobilier qui est vendu par un tribunal parce que quelqu'un a fait faillite ou quoi que ce soit, il ramasse des hôtels qui partent en faillite ou quoi que ce soit. Et comme ils sont mal vendus parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions sur les bons sites avec les bons agents et la temporalité qu'il faut, il arrive à faire de très belles plus-values sur ces opérations. Donc, en fait, je pense que le cœur de la chose, c'est de se passionner pour un domaine. Ouais, c'est Celui qui ça. sera passionné, celui qui aura vraiment compris qui sont les acteurs, quelles sont les tendances, comment ça fonctionne, qu'il soit en bear market, en bull market ou quoi que ce soit, il arrivera toujours à faire de belles aventures d'investissement. Bah, écoute, c'est très intéressant. Ça rejoint beaucoup les toutes premières vidéos que j'ai fait il y a 2-3 ans autour de ce que j'ai appelé, enfin ce qu'on appelle en anglais un peu le micro private equity, hein. C'est-à-dire la faculté de se lancer dans la société d'investissement sans passer par la case réglementation au départ. Donc c'est un très beau complément. Est-ce qu'il y a un endroit où tous tes clients sont regroupés, où il n'y a pas une plateforme? Parce que c'est vrai il pourrait aussi y avoir un intérêt à avoir un peu une sorte d'annuaire des, tu vois, des sociétés dans lesquelles on pourrait investir. Et vu que toi, tu es un petit peu au carrefour, il y a peut-être quelque chose, Bah, je ne sais pas si ça existe ou. non, alors je sais pas si ça existe, mais c'est vrai que nous, on a fait philosophiquement, on est très engagé sur la marque blanche. C'est-à-dire que Mhm. quand nos clients viennent nous voir, ils ont un patrimoine, une richesse, on le comprend depuis le début de notre conversation. Ce patrimoine, c'est leur communauté d'investisseurs. Mhm. Donc, quand ils viennent chez moi, leurs investisseurs sont sacrés et je ne les présente jamais à d'autres managers. On ne vient pas me voir pour avoir accès justement à des investisseurs. On vient me voir pour avoir accès à de la technologie, du savoir-faire, du juridique, etc. Mais je laisse vraiment en vase clos les investisseurs pour que ce soit pas une marketplace où des managers viennent, séduire d'autres investisseurs et qu'on se Ah, fasse ok. dilapider. Il y a un autre constat que je fais, qui est, vraiment récurrent, c'est que quand on est un jeune manager, si quelqu'un vous fait confiance pour 1 000 €, c'est qu'il a facilement 10 000 € à investir dans l'année sur la même thématique. Et il va goûter l'eau, il va vouloir savoir comment ça se passe. Et donc en fait, nos outils sont pensés pour que ces 10 000 € restent avec le même manager et qu'il puisse lui proposer d'autres opportunités, que ce soit sur la même thématique, hein, en private equity, en immobilier ou qu'importe, mais que ce soit vraiment lui qui récolte le fruit de son travail initial. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les produits, multiplier les projets, quitte à que ce soit plus petit. Je pense qu'il faut la masse, elle vient plus de la quantité que une grosse opportunité et on constate que ça marche très bien parce que, en fait, les communautés, quand elles sont engagées, quand on va les solliciter toutes les 2 semaines, tous les mois avec une nouvelle opportunité, alors là, le scale, il est vraiment très rapide. Mhm. Moi, je vois vraiment cette activité sur deux pieds. Le premier pied qu'on a bien évoqué là, et puis le deuxième pied que tu as, comme tu le disais, hein, c'est d'avoir une belle communauté, d'avoir un bon projet entrepreneurial au final, parce qu'en fait, c'est que ça. C'est-à-dire d'avoir une bonne une expérience ou d'aller chercher à acquérir cette expérience dans un domaine particulier, immobilier, crypto, etc. Et puis de pouvoir fédérer des gens
autour de ces projets-là, de pouvoir communiquer de façon claire, précise et engageante pour les gens, qu'ils aient envie d'en savoir plus, etc. Donc, je vois aussi, il y a tout ce pan un peu marketing, en fait, qui vient aussi dans cette activité-là. Mais c'est vrai que, in fine, ça crée un business model à lui tout seul pour des gens qui ne sont pas de la finance au départ, quoi. Donc c'est ça que je trouve vraiment super dans dans notre échange et dans cette activité-là, c'est que je vais pas dire n'importe qui, mais en tout cas beaucoup peuvent se lancer dans une activité qui est une activité qui peut avoir beaucoup de débouchés derrière avec des choses passionnantes. Voilà, donc c'est ça que je trouve très intéressant. Anyone can be an investor. Non, c'est sûr, vraiment, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est tout en fait, c'est même plus profondeur, tu vois? C'est encore plus profond dans mon histoire personnelle, c'est que j'ai voulu créer ce cabinet il y a 5 ans en donnant les moyens à n'importe qui de se lancer. Parce que j'étais persuadé qu'on n'avait pas besoin de lever des centaines de millions, venir d'une très grosse firme pour se lancer, mais qu'au contraire, il y avait plein de personnes qui avaient identifié des secteurs, qui avaient des compétences, qui étaient talentueux sur tel ou tel endroit et qui seraient en mesure, ben, avec les bons conseils juridiques, avec les bons conseils stratégiques et marketing, de se lancer et d'avoir une activité pérenne qui grandit. Tu vois, très récemment, on a accompagné un fils de forestier et il connaît la forêt par cœur. Et ben lui, il veut faire quoi? Il veut lancer une société de gestion spécialisée en forêt. Il est breton, il va faire là, il a fait son premier véhicule. Ils vont acheter une première forêt. Il connaît les essences d'arbres, il sait comment les traiter, il sait comment les vendre, il sait quelles C'est ressources ça génial. peut faire. C'est pas un financier au départ du tout, Ouais. mais il a cette expérience extrêmement précise et cette compétence. Et bah donc voilà, on l'accompagne, on lui met les bons outils en main et il va faire un truc exceptionnel. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il suffit d'avoir cette appétence pour un secteur. Si c'est délaissé, alors encore mieux, et ça peut très très vite marcher. Ouais, c'est super intéressant. Tu dirais que le club deal, le montant minimum, c'est quoi? Dans quelle échelle de montant d'investissement on est pour qu'il y ait un intérêt d'utiliser voilà, Overlord ou de monter ce type de projet? Je dirais qu'à partir de 50 000 euros par opportunité, ça peut être intéressant. Ah ouais, En donc c'est quand dessous, même assez bas au final, hein? ouais, 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 tout à fait, dès qu'il y a une opportunité immobilière, enfin, je sais pas, même si c'est pour acheter une dizaine de parkings, ça peut être intéressant. Mais nous, nos coûts sur des club deals comme ça sont pas très élevés. Ils sont plus élevés sur des fonds ou des structures réglementées, parce que là, ça nous prend beaucoup plus de temps. Mais l'idée, c'est de démocratiser, c'est de permettre à chacun de pouvoir se lancer, rapidement. Donc, oui, vraiment, on a même vu le plus petit véhicule qu'on ait vu chez nous, c'était, 20 000 €, tu vois? Bon, alors c'est assez rare, ils voulaient juste acheter des cartes graphiques pour miner du bitcoin. Bon, bah, très bien, ils l'ont fait et je pense que ça a eu un beau succès. Il y a pas de petites opportunités et souvent, encore une fois, les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières. Il faut accepter de commencer petit. Peut-être que le manager va pas gagner beaucoup d'argent, mais dès qu'il aura un peu de track record, bah, voilà, il a réussi sur un premier immeuble et ben, il va réussir sur un deuxième qui sera plus gros, puis un troisième, puis un quatrième et ça peut grossir très vite. Par contre, s'il veut tout de suite partir sur un très gros immeuble, peut-être il va galérer pendant des mois, pendant des années et l'activité va être tuée dans l'œuf. Ouais, c'est ça, hein. C'est des fois on vise trop gros et j'ai eu le cas récemment. On a visé trop gros et on n'a pas réussi à lancer alors qu'on aurait pu peut-être démarrer un peu plus petit. Donc ça, c'est vrai que Ouais. c'est un faut faire attention à ça, hein. Faut avoir des grandes visions mais avancer, pas à pas. Donc Ouais, ça, et c'est puis zéro toujours un petit toile, peu le vraiment, faut commencer, il y a un premier pas à faire. Bah, faut accepter que le premier pas et peut-être qu'on va pas gagner beaucoup d'argent dessus, mais on prépare l'avenir et quand on aura ce track record, quand on aura cette communauté, surtout il y a un effet vraiment boule de neige. C'est-à-dire que quand il y a un investisseur qui est satisfait, il l'est et il est fidèle. Il y a très peu de pertes. Donc on peut facilement, agréger comme ça petit à petit des gens et faire vite une grosse communauté. Et d'ailleurs les communautés, moi je vois des communautés qui déploient des dizaines de millions, et ils ont pas des milliers de membres, hein. Ils ont pas besoin d'avoir des millions de membres parce qu'à un moment, il suffit d'avoir des gens qui reçoivent des bonus, qui sont prêts. Regarde, si tu as 150 personnes qui te mettent, 30 000 € par an, donc 30 000 €, c'est une somme, mais c'est pas non plus délirant, mmh. et ben ça fait 5 millions d'euros à déployer tous les ans. Ça devient quand même vraiment conséquent. Donc ça peut être cet objectif-là. Et puis en fait, c'est pareil avec les investissements comme les investisseurs. Une fois que ton investisseur est un peu dépassé parce que la marée a monté, bon bah on lui dit désolé, la prochaine opportunité, elle est peut-être un petit peu trop chère pour toi. Peut-être que tu pourras pas y participer. On verra. Il y aura de nouveaux investisseurs, un nouveau flux. Et puis s'il trouve que c'est génial, bah moi j'ai déjà vu des gens
gens qui font de l'investissement familiaux. Ils sont avec un manager qui a très bien performé la première fois. Bah, derrière, ils vont chercher leurs cousins, ils vont chercher leur femme, ils vont chercher toutes les personnes qui sont susceptibles de mettre de l'argent. Et comme ça, ils restent, ils montent avec la marée qui monte. Et il y a vraiment un effet de boule de neige qui peut être très fort. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, selon ton expérience, comment les gens se rémunèrent par rapport à ça? Comment les managers, voilà, aujourd'hui je suis marchand de biens, je sais pas, je fais du 20-30% sur une opération de marchand de biens. Demain, j'ai besoin d'investisseurs, donc je monte ce club deal. Et il y a une rémunération, comment ça se passe? Comment tu... C'est une question essentielle, c'est une question qu'on se pose, à chaque fois avec chaque client. Comment est-ce qu'il va gagner sa vie? On parle d'activité professionnelle, c'est pas un hobby, c'est pas une passion, c'est vraiment pour être pérenne et pour pouvoir en vivre. Donc il y a plusieurs modalités de, rémunération. La première, ça peut être des droits d'entrée. C'est-à-dire qu'on va dire: «Voilà, je fais une opération à 100 000 €. Si vous voulez en faire partie, vous allez avoir un droit d'entrée de l'ordre de 2, 3, 5, 6, 7%. Voilà, on voit rarement plus que 7%, ça commence à devenir gourmand, mais 2 ou 3%, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on est sur du 5% en général. Donc celui qui investit 10 000 € avec moi, il va payer 500 € de droits d'entrée pour pouvoir participer à l'opportunité. Celui qui met 100 000, il va donner 5 000 €. C'est assez classique. Ça peut être un premier moyen pour gagner un petit peu d'argent sur cette activité. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle des commission de gestion. La commission de gestion, c'est un pourcentage annuel qu'on va prendre sur les montants investis. J'ai investi 100 000 €, et ben, chaque année, jusqu'à la liquidation de cette opportunité, je vais prendre 2 000 € sur, l'actif. Donc 2 000 €, il faut l'avoir. Est-ce que c'est un bien qui va produire de l'argent, par exemple avec un dividende? Si c'est une société, auquel cas on pourra se rémunérer sur le dividende. Est-ce que c'est un bien qui va être loué, donc qui va générer de l'argent et on pourra le prendre dessus? Est-ce que c'est une poche qu'on va devoir laisser parce que c'est pas un actif qui génère de l'argent? Par exemple, je sais pas, une voiture ou même une société de technologie qui verse pas de dividendes. Donc on laisse une poche et tous les ans, on va prendre 2% sur cette poche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la commission de gestion. Et le cœur de ce qui va faire gagner de l'argent et faire gagner beaucoup d'argent au manager, c'est la commission de performance, ce qu'on appelle le carried interest. C'est-à-dire que on va investir, on va rendre l'argent aux investisseurs, mais sur tout le profit, on va partager investisseur-manager. Investisseur souvent 80%, manager souvent 20%. Ce qui fait un effet de levier immense. Parce que le manager, il n'a pas mis d'argent et il va prendre 20% des retours. S'il a investi 1 million d'euros et qu'il fait x2, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 millions d'euros, il va distribuer 1 million d'euros à ses investisseurs et sur le million restant, 800 000 vont aux investisseurs et lui, il garde 200 000. Et c'est vrai sur 100 millions d'euros aussi. C'est-à-dire que 100 millions, si on fait x2, 200 millions, il garde 20 millions d'euros. Donc ça peut vraiment être des sommes très importantes. Et c'est pour ça que les managers de private equity de très gros fonds ne sont pas des entrepreneurs. C'est pas les gens qui répondent aux demandes clients et sont tous les matins dans le cambouis de l'entrepreneuriat. Mais ils gagnent des sommes très, très, très importantes parce que le modèle économique leur est favorable. Et les investisseurs l'acceptent parce qu'ils vont gagner 80% des profits. Et 80% des profits, ça va représenter, sur du private equity, en général 14%. 14% annuel de TRI, c'est très fort. La bourse, c'est difficile d'aller chercher mieux que du 8-9%. Les produits d'épargne bancaire, tout le monde le sait, c'est quelques pourcents. L'immobilier, pareil, c'est quelques pourcents. Donc ça peut être très, très, très rémunéré à ce niveau-là. Donc les droits d'entrée, les commissions de gestion, les commissions de performance. Parfois, les commissions de performance sont calculées annuellement sur des modèles de hedge fund. Enfin, il peut y avoir des variations, mais c'est vraiment les trois modalités de rémunération qu'on retrouve le plus souvent. Ok, bah écoute, merci Gaspard. Je pense que c'était très intéressant pour l'audience d'écouter ça. Je pense que c'était un point qui me manquait sur ma chaîne, tu vois, de bien expliquer les choses. Et tu l'as fait. Je pense qu'il y a une belle opportunité, en tout cas, à réfléchir à ce modèle-là si on a un poil d'expérience dans quelques domaines, mais qu'on a toujours été freiné en se disant bon, le financement, c'est compliqué, ou le fonds, c'est trop gros, c'est réglementé, etc. Et en fait, je trouve que tu as réussi à faire la passerelle entre les gens qui avaient un petit peu d'expérience, qui avaient besoin de financement, et cette montagne qui est aujourd'hui le fonds d'investissement réglementé. Donc,
Voilà, bravo pour ça. J'étais ravi d'échanger avec toi, Aurélien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que c'était un échange riche et tu sais, moi, je pense que la mission est accomplie si on a pu convaincre certains de tes auditeurs qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée, que le talent dans ce milieu qu'on peut croire extrêmement complexe de l'investissement, en fait, venez me voir, on en parlera, je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment on va bâtir un modèle économique, une stratégie. Et anyone can be a manager. Donc vraiment, lancez-vous et à cœur vaillant, rien n'est impossible.